À quoi bon? Pourquoi fuir? Vous êtes en sécurité avec nous. Je les aime pas, je crois qu'il faut partir. Faut partir tout de suite. Comment ça se fait que j'ai laissé mon fils là-bas? Mais pourquoi j'ai fait ça? Merde! Vite, vite, il est là! Il faut se sauver! Et un nouvel épisode de D6 Plus Cool à l'arrache, le podcast qui propose des enregistrements audio de tablets de jeux de rôle via Hangout. Au menu, Psyrun ou Psyrun, de Megway Baker, Ligner et Moore. Sachant qu'une version française est disponible chez Electric Goat. Les personnages, appelés fugitifs, sont rescapés d'un crash. Dotés de pouvoirs psychiques instables, ils sont aussi frappés d'amnésie. Leur seule certitude, leurs anciens geôliers, les poursuivants, sont à leur trousse. La course commence alors. Le long du jeu, lorsque les fugitifs se heurtent à un obstacle, ils lancent des dés et en répartissent les résultats. À cette occasion, leur pouvoir peut échapper à leur contrôle. Ils peuvent se faire rattraper, blesser comme capturer. Et surtout subir un flashback apportant ainsi une réponse aux questions qu'ils se posent. Ces questions sont listées dès la conception du personnage, et la partie s'achève quand au moins l'un d'eux a obtenu toutes ces réponses. Du moins si les poursuivants ne les capturent pas avant. À l'occasion de ces jets de dés, les droits de narration sont aussi distribués. Ainsi, les joueurs auront bien plus leur mot à dire sur la fiction qu'à l'accoutumée. Kitano incarnera Paul Jenkins, Grégory, le jeune Pablo, et Olivier, Rebecca Paul. Une fois n'est pas coutume, lors de cette maîtrise, je serai peu causant. En effet, ces vieux briscards de joueurs ont pris beaucoup de liberté avec la narration, hors de leur jet de dés. Ça ne fait pas partie des principes de l'ouvrage. Mais je leur ai cédé cette initiative dont la générosité sans limite. On a joué au format convention, en limitant la réponse à obtenir avant la fin de partie à 3. Kitano nous a un peu fait peur avec des histoires de violence perpétrées par des prêtres sur des enfants. C'est évoqué au passé, pas plus. Cependant, je me dois déclarer ceci. Attention, certaines scènes peuvent choquer par leur aspect malsain. Pour rappel, tous les personnages joués sont fictifs. Ils ne représentent ni les valeurs ni les fantasmes des joueurs. Bonne écoute. Messieurs, qui incarnez-vous ce soir? Eh bien, je vais présenter Rebecca Paul. En tout cas, Rebecca Paul, c'est le nom qu'elle pense avoir, parce que c'est le nom qui apparaît sur le permis de conduire qui est dans son portefeuille. C'est une grande femme très forte, à la limite de l'obésité, qui est particulièrement laide. Elle doit avoir à peu près 40-45 ans, a priori. Ses cheveux sont mi-longs, noirs, et elle a un maquillage assez outrancier, pas mal de fond de teint et autres poudres diverses qui couvrent, qui tentent tant bien que mal de couvrir l'importante pilosité qu'elle a sur le visage. En d'autres circonstances, elle aurait sans doute été exposée dans un freak show comme une femme à barbe. Elle est habillée d'une large et longue robe à fleurs qui tente de camoufler ses formes généreuses. Voilà ce qu'elle voit quand elle regarde dans le miroir. Ok, donc pour enchaîner, ensuite nous avons Pablo. Pablo qui est un jeune garçon d'une douzaine d'années. Il est plutôt maigrelet, pas très grand même pour son âge. Il a des cheveux longs en bataille, noirs, d'un noir de jet assez profond. La pommade typée clairement latino-américain. Il a l'autre particularité la plus flagrante chez lui, c'est qu'il a toujours le regard perdu dans le vide, comme s'il regardait quelque chose au loin, en fait sans rien regarder finalement. Et il est plutôt d'un naturel calme et taciturne. Voilà. Et puis nous avons donc Paul Jenkins, un homme d'une quarantaine d'années, un peu plus peut-être. Il est ridé et surtout il est hirsute avec des longs cheveux et une longue barbe poivre et sel. Ce qui est intéressant, c'est son regard qui est intense avec des beaux yeux gris clairs qui sont bienveillants et perçants. Il est habillé d'un pantalon beige de travail assez usé ainsi qu'un pull anthracite lui-même usé. C'est une personne plutôt calme qui observe. Bien, tous autant que vous êtes, vous avez cette acouphène caractéristique qui vous vrille le crâne, telle une perceuse. Votre cerveau semble saturé d'informations stridentes, de douleurs qui parcourent votre corps. La seconde sensation qui vous assaille aussitôt, c'est cette odeur de brûlé, cette odeur de fumée, qui vous étouffe et vous fait tout ça à moitié. Votre vision est vitreuse, il est encore difficile de distinguer les formes. Et ce goût de sang dans la bouche n'arrange pas le tableau que je vous dépeins. Tel que vous êtes sanglé sur des fauteuils,
et la chaleur qui baigne votre visage est indéniable. En face de vous, il y a un début de feu qui est en train de prendre dans le véhicule dans lequel vous vous trouviez. Que faites-vous ? Eh bien, il y a un cri qui retentit depuis la carcasse de l'avion. Vous pouvez donc entendre le cri d'un enfant. Et soudain, un bruit de métal tordu, un bruit d'impact qui se rajoute à la cacophonie ambiante. Vous pouvez apercevoir s'extirper depuis son cercueil de métal, donc le petit Pablo qui a les mains, le visage couverts d'écorchures. Et cette fois-ci, les yeux, contrairement à comment j'ai décrit, beaucoup plus fixes. Et étrangement, tous les objets qui se trouvent autour de lui, qui pourraient l'empêcher de s'extirper, de fuir ce lieu de carnage, en fait, se mettent à bouger comme mus d'une volonté propre, en fait, pour le laisser passer. Un fauteuil qui bouge complètement, qui est projeté à l'autre bout de la carcasse de l'appareil, voilà, comme il se dirige vers une sortie salvatrice la plus proche. Car en effet, vous découvrez bien vite que vous n'êtes pas à ciel ouvert, ce qui justifie cet amoncellement de fumée qui vous fait tousser et vous brouille la vision. Vous êtes dans un bâtiment difficile de juger vraiment, de déduire où est-ce que vous vous trouvez exactement. Le feu a beau vous éclairer, la fumée obscurcit le tableau et il est très difficile de trouver des repères. Paul, donc, titube, il met sa main devant sa bouche, il tousse plusieurs fois, il s'extirpe donc et il fend ce brouillard de fumée et il met la main donc sur Pablo, sur l'épaule de Pablo et il le regarde. Petit, où est-ce qu'on est ? Je sais pas, monsieur, je sais pas. Il faut partir maintenant. Paul se retourne, regarde autour de lui et voit donc Oui, Rebecca est complètement stressée. Avec ses gros doigts, elle essaie désespérément de retirer sa ceinture, les sangles qui l'entourent. Malheureusement, elles sont extrêmement tendues, donc du coup, le mécanisme est coincé. Alors, elle commence à être paniquée, elle tousse, elle est en sueur, elle a chaud avec les flammes qui apparaissent dans la carlingue. Elle est à quoi ? Elle est à 2-3 mètres de Pablo, elle aussi, et elle désespère de pouvoir enfin ouvrir ces sangles qui l'empressent, quoi. Paul se met à genoux devant Pablo, le tient par les épaules, il le regarde dans les yeux, il dit « Petit, il faut que tu sortes, je vais m'occuper de la dame ». Paul se dirige donc vers la femme, et lorsqu'il essaie de manipuler en fait les sangles, il y a une sorte d'arc électrique qui s'échappe de ses mains. Il fait un pas en arrière, un peu surpris par ce qui va se passer. Il repart quand même, essayant de débloquer le mécanisme. Il tire dessus, mais il n'arrive pas à débloquer. Nous pouvons peut-être en faire un véritable enjeu et ainsi lancer le premier jet de la soirée. Qu'en dites-vous ? Allons-y. Allez. Donc de base 4d6 et si j'utilise mon pouvoir, ce que je vais faire, j'en rajoute un 5e. Je vais jeter. Voilà. 1 parce que tu es fantastique, 2 parce que tu as un objectif, 3 parce que ça peut provoquer une mémoire, 4 parce que les poursuivants risquent de débarquer, et 5 parce que tu fais preuve de tes pouvoirs inouïs. J'imagine que le 1 déjà tu peux le larguer, parce qu'au début tu lances plus de dés que tu n'en as à répartir. Donc je vais mettre 2 en souvenir, donc j'ai pas de souvenir. Voilà. Ensuite, objectif, je vais mettre le 6. Okay. J'ai donc atteint mon but, le MJ a la parole. Ensuite, poursuite, je vais mettre le 5, tiens. Donc les poursuivants ne se rapprochent pas. Et ensuite, le 6 en pouvoir. Le pouvoir ne cause pas de problème, le joueur a la parole. D'accord, un jet plutôt safe et plutôt chanceux pour l'instant. Naturellement, dès l'instant où tu uses de tes pouvoirs sans vraiment pouvoir l'expliquer, toutes ces sécurités plus ou moins high-tech qui rendaient prisonnier la pauvre Rebecca ne sont que peu de poids face à ton pouvoir. Tu les disloques pièce par pièce en une fraction de seconde et la voici libérée. Elle respire enfin, si je puis dire, malgré l'atmosphère étouffante et la mort qui rôde. Oui, elle continue à avoir très chaud et d'ailleurs son maquillage dégouline sur son visage et laisse apparaître la véritable couleur de sa peau et son extrême pilosité le long de ses joues. Paul est surpris par ce qui vient de se passer, mais il agit rapidement et il prend la femme l'aide en tout cas à sortir de son fauteuil et
commence à la diriger dans la direction de la sortie. On commence d'ailleurs à étouffer un peu dans la carlingue. À l'instant où tu te retournes, il y a le feu qui semble s'attaquer à différents objets indistincts et il y a un regain de lumière dans la fumée ambiante et vous distinguez des différentes pièces d'ameublement en fait. Ça et là, des canapés, des sommiers, des étagères. D'accord, donc on réalise qu'on est dans un bâtiment donc. C'est à ce moment-là en fait où Paul regarde, voit émerger en fait de ce brouillard une sorte de valise renforcée qui est au sol, fermée par une combinaison, et il ne sait pas trop pourquoi, mais il la saisit et essaie de sortir avec les autres de cet endroit, mais en tenant donc cette grosse valisette à la main. Rebecca, quant à elle, s'est saisie au moment de partir sur le siège qui était juste à côté d'elle, de son sac à main, un sac à main noir verni, et elle le serre contre sa poitrine et se retourne vers cet homme et cet enfant qui sont à côté d'elle. Oh merci beaucoup. Je sais pas comment j'aurais fait. Vite, il fait chaud ici, il faut sortir. Et quant à Pablo, en fait, donc il était un peu plus en avant, il met une main dans une poche de ses poches de son pantalon et il en sort ce qui vous ressemble être un chapelet, quelque chose comme ça, et il regarde un instant le chapelet et vous le voyez qui aussitôt après regarde en direction donc de l'extérieur de la carlingue et se met à crier José, attends, et il se met à partir donc en direction à l'extérieur. Donc Paul aide la jeune femme, enfin la femme à sortir, il la prend par le bras et il crie en direction de Pablo Hey petit, reviens! Oh, merci monsieur, merci de m'aider comme ça. Mais après qui le petit crie, j'ai vu personne d'autre que nous trois. En fait, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des morts, des cadavres dans la carlingue pendant le tout ? L'appareil est vide de tout occupant. Cependant, alors que tu essaies de percer la fumée de tes sens affûtés, tu remarques une forme mouvante qui vient d'apparaître derrière un canapé qui semble ramper dans votre direction. D'accord. Bah donc du coup, c'est pour ça. Donc les autres, qu'ils entendent encore Pablo s'écrier José, c'est toi, José, t'es blessé ? Et Pablo se dirigeait vers cette forme indistincte et mouvante derrière le canapé. L'homme à moitié inconscient, sans doute à cause de la raréfaction de l'oxygène, est de type asiatique. Tu ne reconnais pas ce José dont tu ne cesses de clamer le nom. José qui est le frère de Pablo en fait. Voilà un souvenir auquel tu peux t'accrocher. Il te regarde avec difficulté et articule l'aide. Et moi Pablo s'écrie ici, il y a quelqu'un de blessé, il y a un monsieur qui est pas bien, venez. Pablo va sortir donc de la fumée, Paul ainsi que Rebecca. Il la soutient toujours et s'approche donc de Pablo. Petit, qu'est-ce que tu as vu ? Là, mais donc tu vois l'homme asiatique est blessé qui demande des secours visiblement. Et du coup Pablo se recule et laisse les adultes gérer la situation. Laisse petit, je vais m'en occuper. Rebecca s'agenouille à côté de l'homme asiatique et l'aide à se relever. Ça va monsieur, venez, soutenez-vous sur moi, on va sortir. Il Paul, devine de la tête à plusieurs reprises. Paul regarde donc autour de lui pour voir s'il y a une sortie de ce cauchemar. Est-ce qu'il y aurait une porte, une fenêtre Bon, là, la fumée recouvre le clair de la luminosité, mais il y a des néons un peu clignotants qui ornent les murs à intervalles réguliers. La pièce est quand même assez vaste. D'ailleurs, alors que vous êtes en train de scruter ce labyrinthe improbable, il y a une nouvelle silhouette qui apparaît dans ce chaos qui s'appuie sur une étagère en portant la main à son visage. D'accord. Paul, donc, qui s'était pas occupé donc de l'asiatique, fait un pas vers cet inconnu. Monsieur, ça va ? Il s'approche doucement et essaie de regarder et de deviner les traits de cet inconnu. Un type assez trapu, au crâne chauve, avec des lunettes fines sur le nez, qui acquiesce à plusieurs reprises, qui d'un signe de main vous pointe une direction, et tu remarques qu'en fait il porte une sorte de polo avec un logo. À quoi ressemble ce logo ? Une maisonnette stylisée. Et l'homme que soutient Rebecca a le même type de logo, le même type de polo. Oh non, lui il a plus une dégaine de civil lambda. Paul se retourne donc vers Pablo et Rebecca ainsi que l'asiatique. Il faut sortir d'ici. Apparemment la sortie est de ce côté. Puis il pointe du doigt l'extrémité de la pièce qui est encore enfumée. Rebecca, en soutenant l'homme
d'origine asiatique prend la direction indiquée par Paul et dit à Pablo, viens petit, il faut qu'on sorte par là. Pablo a l'air un peu ou dépassé par les événements ou perdu dans ses pensées parce qu'il réagit pas tout de suite. Il met un laps de temps, quelques longues secondes en fait avant de suivre les conseils de Rebecca et se met tout doucement en fait à la suivre en fait, comme s'il y allait vraiment où est la peur peut-être ou il pense à autre chose au même moment. Voilà, il n'est pas à 100% connecté sur ce qui se passe. Alors qu'il est un peu à la traîne, en fait, Paul fait un pas en arrière, le saisit par le poignet et essaie de le traîner vers la sortie. Allez petit, viens. Donc Pablo se laisse entièrement faire et donc court et suit le rythme de Paul. Vous continuez à errer dans Zénal, vous passez devant toute une collection d'abat-jours variés et d'autres éléments de décoration. Vous arrivez à devant une sorte de petite foule de gens dont la plupart sont à genoux ou même à même le sol en train de lutter. Et ils tambourinent faiblement, mais ils sont tous très faibles, incapables de se mouvoir et ils tentent de lutter de toute leur force pour ouvrir ce qui semble être une porte automatique qui est coincée ou endommagée. Mais leur état de santé est tel qu'ils sont incapables d'y parvenir. Est-ce qu'il y a du mobilier autour dans cette pièce ? Maintenant, ça fait un bout de temps que plus doute n'est permis. Vous êtes dans un magasin d'ameublement. D'accord. Rebecca pose l'homme asiatique qu'elle supporte depuis tout à l'heure dans un canapé qui est à proximité, enfin, en attendant de revenir vers lui. Et elle se saisit d'un fauteuil de bureau qui est à côté et décide de foncer vers la porte avec les pieds métalliques du fauteuil de bureau en avant. Ok, une action. L'objectif est clair. Tu n'utilises pas tes pouvoirs. Tout peut provoquer un souvenir, même le détail le plus anodin. Il faut aussi tenir compte des poursuivants qui vont tôt ou tard se manifester. Pour le moment, tu es à 4D. Peut-être que tu risques de te blesser dans l'opération. Oui, je pense que je risque de me blesser. Donc tu es à 5D. C'est pas terrible. Ah non, c'est pas top. J'imagine que tu tires le 1, donc tu as un 6, un 5 et 2. Eh ben, je vais mettre un 2 en poursuite. Ouais, allez, tant pis. Je vais mettre le 5 en souvenir, le 6 en objectif et le 2 en blessure. Souhaites-tu vraiment te blesser d'entrée de jeu? Parce que là, tu vas pas te rater, quoi. Fugitif et blessé pour le reste de la partie. Ah oui, pour le reste de la partie. Ouais, c'est vraiment extrême. Chaud, ouais. Bon, bah, je vais inverser le 2 avec le souvenir. Ok, dès le premier impact, la verrière se fendit et en 2-3 coups bien ajustés, elle vole en éclats. La fumée t'aspire à l'extérieur et vous y voyez un poil plus clair. Les civils en meilleure forme rampent entre les débris de verre pour s'échapper de ce piège infernal. Paul, qui était donc au milieu de ces civils, commence à crier à Rebecca Aidez-moi, aidez-moi! Il faut les sortir de là! Automatiquement, Rebecca repose le fauteuil qu'elle tenait avec lequel elle a brisé la vitre et commence à essayer d'accompagner des personnes qui étaient à terre pour les faire sortir à l'extérieur au grand air. Donc, j'imagine bien un contre-champ où on voit cette petite foule qui commence à s'extirper du magasin, Ikea, Habitat ou assimilé. Et Rebecca va chercher l'homme asiatique qu'elle avait laissé dans un canapé non loin de là. Il articule avec frénésie « Merci, merci, merci ». Et quand on est dehors, donc Pablo demande à Paul mais on est où, monsieur ? Paul a avec lui donc 2 civils qu'il traîne en dehors du magasin. Il regarde tout autour de lui et il voit quoi ? Alors naturellement, au vu du crash qui a eu lieu, difficile de savoir par quel côté l'appareil dans lequel vous vous trouvez a percuté l'édifice et s'est frayé un chemin entre les différents blocs qui le composaient. Mais vous êtes dans cette galerie marchande et vous voyez des civils qui courent en tous sens dans les issues les plus proches. Vous voyez une mère qui hurle à la recherche de son gosse. Des familles qui, se tenant tous par la main, détalent à vive allure pour s'échapper de cet enfer. Les 2 civils qu'il tenait, donc Paul, commencent à reprendre leurs esprits et commencent à partir en marchant et après même en courant. Et Paul donc se retourne vers le petit Pablo et le prend par la main. Écoute petit, il va falloir sortir d'ici. Ça va, tu peux le faire ? Oui. Elle est où la dame qui est avec nous ? Je suis là, je suis à côté de vous. J'arrive, mais elle avance un petit peu essoufflée par toutes ces émotions et puis par les quelques mètres de course à pied qu'elle vient de faire. Je peux pas aller très vite, désolé, mais
mais je vais faire de mon mieux. Monsieur, il y a des gens bizarres en noir là-bas. Je les aime pas. Je crois qu'il faut partir. Faut partir tout de suite. Votre instinct vous hurle le danger qu'il représente. Vous savez qu'ils ne reculeront devant rien pour vous mettre le grappin dessus. J'imaginais bien que en fait, cet habitat ou assimilé se trouve à un étage et que vous les voyez en contrebas qui se figent devant une sorte de fontaine intérieure. Vous sentez leur regard qui ne scie pas sous leur lunette noire. Moi donc Paul se fixe, serre la main très très fort de Pablo et il va dans le sens inverse. Petit, il va falloir partir de l'autre côté. Viens, suis-moi. Par là. Monsieur, par là. Et là, donc Pablo tire un peu sur la manche de Paul et il indique en fait des employés du centre commercial qui viennent de passer par une porte où il est écrit incendie, voilà, une porte coupe-feu et qui va pas tarder à se refermer et Pablo essaie de tirer la manche, d'entraîner Paul dans cette direction-là. D'accord, il se retourne, il voit aussi donc cette sortie et il commence à se précipiter vers elle. Et bien entendu, Rebecca les suit. Et alors que vous tentez de vous échapper par cette petite porte cochère, vous voyez derrière vous un de ces encravatés, un autre que vous n'aviez pas remarqué, qui est en train de sprinter dans votre direction, d'une façon que Robert Patrick n'aurait pas renié dans Terminator 2. On passe en fait, je pense, la porte de secours. Paul referme derrière lui la porte et essaie de regarder à gauche et à droite et saisit peut-être une hache de pompier et essaie de bloquer le mécanisme d'ouverture de la porte avant de redescendre par l'escalier rapidement. Quelle cruauté, tu vas te priver les civils de ce chemin de fuite salvateur. Mais la fin justifie les moyens. Eh bien, il y a de quoi déjà lancer les dés. Il peut se passer quelque chose là, assez radical. D'accord. Sur ce petit geste anodin. Donc ton objectif est clair, le risque de capture est là, ça peut provoquer un souvenir, et tu es quelqu'un d'exceptionnel. Donc nous sommes à 4D. Il n'empêche que tu risques de te faire capturer. Là, donc il faut pas se rater. Ok. Voilà. 4, okay. 1, 2, 2. C'est une catastrophe. Oh, 4, 2, 2. On va virer le 1. On répartit-tu cette catastrophe numérique? Ton objectif, un souvenir et la capture. Et la poursuite. Ah non, la capture. Ah non, capture. Et oui. Ah, ça change tout, ok. 4 en capture, 2 en objectif et 2 en souvenir. Toujours aucun flashback. C'est dommage, mais ça viendra. Non, c'est bon. C'est toi en fait qui l'écris. Le jour à la parole. Ah, le fugitif échoue, d'accord. Donc Paul réussit à coincer le mécanisme de la porte avec sa hache et au moment où il se retire, on sent vraiment toute la force en fait d'un des poursuivants qui s'est précipité sur la porte et la porte vibre. Et on sent vraiment qu'il tape même plusieurs fois le poursuivant sur la porte alors que le petit groupe commence à vouloir descendre les escaliers. Et on a à peine fait quelques mètres. Voilà, vous entendez une sorte de bruit et on a un plan sur les deux morceaux de la hache qui tombent sur le sol coupés net avec une précision laser, c'est le cas de le dire. Et la porte s'ouvre toute volée et donc cet homme assez maigre comme un clou, au regard noir, se dresse dans l'encadrement de la porte. Tous ses sens en alerte. Je te renvoie la balle. Paul jette un dernier regard en fait en direction de la porte où il voit apparaître cet homme-là et il crie merde. Et puis il saisit donc toujours Pablo par la main et descend encore plus rapidement les escaliers. Vite, il est là. Il faut se sauver. Rebecca est complètement haletante, elle a le palpitant qui prend des envolées absolument incroyables, elle le sent cogner dans sa poitrine. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils nous courent après? Je les ai déjà vus, c'est pas possible, je sais, c'est des salopards. Il faut se dépêcher, cassons-nous. Et Pablo, lui, se laisse toujours entraîner par Paul, toujours un peu ailleurs. Il suit plutôt qu'autre chose en fait. Et Paul donc tient Pablo par sa main droite et puis dans sa main gauche il tient toujours la valisette qu'il a réussi à saisir à l'intérieur du magasin. Et nous dévalons je pense les escaliers jusque à la dernière sortie. Derrière vous entendez la cavalcade de l'homme en noir qui vous suit. Il doit y avoir un parking dans ces galeries, il y a toujours un parking souterrain, il faudrait aller au parking, il y a peut-être des bagnoles, on pourra peut-être prendre une bagnole et s'échapper. Ça me paraît une bonne idée. En descendant on voit en effet marqué parking niveau 1 dans l'escalier et on essaie d'ouvrir la première porte, elle est fermée. Descendons, il doit y avoir plusieurs étages, on continue, on n'a pas le temps. Et là on descend effectivement d'un étage supplémentaire, on tombe sur le parking niveau -2.
Là, la porte est déjà ouverte et face à nous, effectivement, un parking avec de multiples emplacements. Beaucoup de voitures sont garées là et aucune trace de fumée dans le parking. Le calme est apparent, n'est pas qu'apparent. Il n'y a pas un bruit et personne n'est dans ce parking. Que faites-vous dans ce cas ? Alors on se précipite dans le parking, effectivement. Rebecca se précipite, en tout cas dans le parking, et cherche déjà des voitures qui seraient restées ouvertes. Vous savez comment on fait démarrer une voiture sans les clés ? C'est vrai que c'est bête ce qu'on est en train de faire. Mais... Je sais faire. Alors que vous avez cette petite conversation, l'homme maigre comme un clou s'est élancé en trombe lui-même dans le parking. Dès l'instant où il distingue vos silhouettes, il braque vers vous une arme étrange et il y a une sorte de lueur bleue qui en émane et qui manque de cueillir l'un d'entre vous en pleine tête. C'est à ce moment-là où en fait Paul crie non et met ses mains en avant et tout d'un coup une sorte de bulle d'électricité se forme tout autour des trois fugitifs. Paul Jenkins est le dernier à avoir fait un jet et tu ne peux en aucun cas être le suivant. Donc pour le moment c'est cosmétique et je pense que le jet significatif peut être accompli par un autre. Ce qui se passe, c'est donc effectivement Paul fait apparaître donc cette sphère d'énergie pure autour de nous et du coup il a lâché Pablo pour faire ça. Donc, Pablo il est tombé le cul par terre et Rebecca le voit se redresser mais étrangement comme s'il était poussé par une force pour se redresser donc vers l'arrière. Comme un pantin un petit peu, donc il se redresse, il est droit comme un i, il est vraiment verrouillé et son regard est plus du tout perdu dans le vide. Il est dur, il est froid et il regarde l'homme en noir et tu vois sa tête tourner légèrement sur le côté et avisée d'un gros SUV familial et tu commences en fait à entendre les crissements de pneus et le SUV se diriger à toute vitesse en direction du poursuivant. C'est à croire que cet enfant n'est plus aux commandes et que quelqu'un a pris la place. Lance donc les dés. Et donc un objectif clair, tu peux avoir une révélation, tu fais usage de ton pouvoir, nous sommes à 4D et il y a naturellement la capture qui s'applique, donc nous sommes à 5D. On peut être blessé, non ? Oui, c'est pas impossible que tu te fasses tirer dessus aussi, donc on peut faire la pleine poignée de citer. Alors 6D. Alright. Ok, on va virer le 1, 2, 5, 2, 4 et un 3. Alors on va mettre déjà un 4 en capture. Je vais mettre un 5 en blessure. Ouais, je vais mettre un 5 en blessure, okay. C'est bien. Je vais mettre 4 en objectif. Ouais, et ben je vais mettre le 3 en pouvoir. La classe, merci pour le spectacle. Et le 5 en souvenir. C'est marrant en plus parce qu'il me semble que ce déplacement de bagnole c'est un cas d'école. J'ai peut-être lu dans le bouquin où ça a été décrit ailleurs, mais lorsque le SUV est projeté comme un boulet de canon en direction de l'opposant, il emporte dans son sillage d'autres véhicules. Ouais. Toute une masse de bagnoles qui vont s'écraser les unes après les autres dans l'encadrement de la porte. Difficile de savoir ce qu'il est advenu de votre poursuivant, mais pour l'heure, il va vous laisser tranquille, à n'en point douter. Ouais, j'imagine bien ça. J'imagine donc plusieurs véhicules, une fuite d'essence avec la sphère électrique, etc. Machin, un début d'incendie, les sprinklers qui se mettent à déverser leur flot un peu de tous les côtés, une forte fumée qui commence à partir de tout ça, bref, un nouveau chaos ambiant, quoi. Je n'ose imaginer si tu avais mis un 1, vu ce que tu ajoutes comme détail. Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être marrant. Pour une prochaine fois. Qu'est-ce qui, dans cet événement surnaturel, débloque quelque chose en toi ? Rappelons à nos spectateurs qui n'auraient pas la couleur, les questions sur ta fiche de perso sont pourquoi les choses bougent lorsque je le souhaite, pourquoi je vois mon frère défunt parfois, mon Dieu il est défunt, à qui est-ce ce chapelet couvert de sang, où sont mes parents et quelle heure est-il arrivé? C'est à moi de choisir la question ou c'est à eux de choisir la question? C'est à nous en fait. D'accord, vas-y, ok. Je pense, oui. Mais je sais pas encore exactement à quoi on va bien pouvoir répondre. Moi, j'ai la question avec le chapelet. Je pense que c'est pas mal le chapelet. Assez inspirante dans le cadre d'un accident de voiture justement, parce que là, il vient de créer un carambolage, j'allais dire, de par son pouvoir. Ouais. Est-ce que justement ce carambolage ne peut pas être à l'origine du fait qu'il se remémore quelque chose par rapport à ce chapelet? C'est très pertinent. Et j'imaginais bien, vu qu'on voit que dans une de ces autres questions que ses parents et son frère
sont absents, en tout cas que son frère est défunt et que ses parents ne sont pas là, qu'il était en compagnie d'un oncle ou d'une tante ou de quelqu'un qui en avait la garde, qui était tuteur, et ce chapelet appartenait à ce tuteur qu'il ne pouvait pas supporter, qui était peut-être quelqu'un de très méchant, et que ce chapelet lui remémore justement cette personne, et qu'il est là et qu'il le conserve justement comme preuve qu'il faut pas faire confiance à tout le monde, parce que c'était quelqu'un en qui il croyait au départ et qui s'est avéré être quelqu'un de malfaisant. D'accord. Je sais pas. C'est une piste. Si, très bien, moi ça me va. C'est très bien, mais je pense qu'il va falloir peut-être approfondir, parce que cet homme-là, je pense qu'il fait partie de quelque chose. Enfin, je veux dire, il fait partie de l'histoire. Ouais. Donc, il peut faire partie de l'organisation qui est à notre recherche. Peut-être. En tout cas, il a un rôle important. Il a été mis comme tuteur, justement, pour se rapprocher de cet enfant qui avait des pouvoirs, je sais pas. Ouais, moi je pense, si je peux avoir mon mot à dire là-dedans, oui, tu peux. Je voyais exactement ça. Et en fait, la nature de ce gars-là, c'était un prêtre qui avait des liens avec l'organisation qui nous poursuit, d'où le chapelet, etc. Et qui était parti en fait pour livrer Pablo ou quelque chose dans le genre, quoi. D'accord. Et on prenait pour un démon, genre de choses, quoi. On peut lui donner un nom, peut-être. Darius Frost, peut-être. Ah bah parfait, Darius Frost. Un bon nom de méchant, ça. Un phénomène de flashback, quelque chose comme ça, une scène à jouer où on considère qu'on a répondu et on continue. Pour cette fois, on va considérer que vous avez répondu oui. C'est vrai que c'est plus sympa de jouer le flashback, mais effectivement, on la retourne. Rebecca reprend conscience après ce carambolage, enfin ce pouvoir manifeste de Pablo, et dit bon, il faut partir, vite, une voiture, enfin une qui reste, quoi. Et Pablo, lui, redevient comme il était avant, le petit garçon avec la tête perdue dans les nuages, le regard vide, sans expression. Et voilà, il suit les adultes. Rebecca continue à chercher des portes ouvertes, à tenter d'ouvrir une voiture assez grande pour qu'on puisse s'y installer à trois. Faut imaginer qu'il y a une voiture qui est en train de machiner, de manœuvrer à l'intérieur du parking, et qui se trouve confrontée à cette barrière inattendue, qui est en train de faire marche arrière pour essayer de partir par une autre issue. Et vous entendez des chocs qui vont crescendo sur la muraille de fer que vous avez créée, comme si on tambourinait de l'autre côté. Effectivement, dans ces cas-là, Rebecca pointe du doigt le conducteur de cette voiture qui vient d'arriver à ce niveau du parking, et lui dit toi, descends de ta voiture et donne-nous les clés tout de suite. Ok, tu vas me faire un jet, parce que même si tu l'as pas écrit encore sur ta fiche, nous savons quel est ton don, Rebecca Paul. Absolument. J'ai le sentiment que les gens font exactement ce que je leur demande qu'ils fassent. D'accord, donc tu es en train d'accomplir une action, tu pourrais avoir une mémoire qui se révèle, nous sommes toujours en mode capture, tu es quelqu'un de fantastique, donc tu as déjà une poignée de 4 dés, tu utilises ton pouvoir, donc tu passes à 5 dés, il y a peu de chances que tu te fasses blesser pour l'instant, donc lance tes 5 dés. Je vais virer le 1 du 6, 6, 1, 3, 4. Donc, ton objectif est réussi, ton pouvoir a des effets secondaires, et pour ton pouvoir de persuasion, ça va être assez amusant d'essayer de trouver ce qui peut déconner. Il y a un souvenir qui te revient, qui va être décrit par tes petits camarades, et en ce qui concerne la poursuite, c'était en capture, mais la finalité est la même. Pour l'heure, moi, je vais juste décrire les coups redoublés sur les carcasses de bagnole qui entravent la porte, qui persistent, et il y a une main au doigt osseux qui apparaît, toujours cintrée dans un costume... et qui commence à forcer de ses bras pour écarter la tôle et les véhicules et pour se frayer un passage à l'extérieur. Ils sont là, ils vous veulent. Bougez-vous. Il y a ce type en costume quelconque, au brushing impeccable, qui te regarde avec un regard fixe et qui fait mine de sortir de son véhicule un petit peu comme un automate. Donc là, il s'entraîne pas la mort de personne, mais il y a une contrepartie, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Tu obtiens plus que ce que tu désirais, pas forcément en bien. Alors, ça peut être quelque chose off-screen, ça peut être quelque chose qu'on verra jamais se produire. Par exemple, moi je pensais tout simplement à ce que
le gars qui elle est en train d'utiliser ses talents, enfin ses pouvoirs psy, il garderait une séquelle psychologique à vie, quoi. Quelque chose où il serait dans un état catatonique sans vouloir dire qu'il soit mort. Ou alors c'est un peu trop trash et ça serait plutôt pour le résultat, le premier résultat là de 1. J'avais pensé aussi, alors c'est pas moi qui suis censé donner la solution, vu que c'est les autres joueurs en l'occurrence, mais pourquoi pas tout plein de conducteurs dans la rue, à proximité, qui s'arrêtent et qui commencent à sortir de leur véhicule et à tendre leurs clés à des passants. Ouais, ça c'est bon ça, c'est excellent. Ouais, je pense que là, peut-être que ça peut être plus local, plus centré, et du coup, à travers le parking, il y a des gens comme ça, on a justement des cuts, tant qu'à faire pendant le vocabulaire cinématographique, des cuts sur des différentes personnes de toute ethnie et de tout âge qui se figent subitement, quels que soient les étages du parking, et qui, comme ça, ont leur clé à la main et tentent plus ou moins de partir à ta recherche. Et donc, on a aussi un souvenir à réveiller. C'est vrai. Tout à fait. Alors moi je pense peut-être qu'au moment où tu rentres à l'intérieur du véhicule, tu peux tout d'un coup avoir un souvenir sur un plan, une route, une localisation GPS. Et c'est là peut-être qu'on peut savoir qui t'attend au Big City Burrito. Qui est ta troisième question. Est-ce que ce serait un enfant ? Il ne pourra pas répondre à cette question. Non. Mais un de ses camarades le pourrait. Bah, je dirais que ça peut être peut-être voilà, un garçon dénommé Joseph, que tu connais très très bien. En tout cas, tu as une confiance absolue en lui. Mais tu ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, tu dois aller là-bas le retrouver. Alors, est-ce qu'on veut répondre exactement qui c'est ? Il n'y a pas de question sur l'identité de ce personnage qui figure parmi les autres, donc je pense qu'on peut aller plus loin. D'accord, parce qu'en fait, je voulais faire en sorte que ça soit peut-être son fils. Eh ben, dès l'instant où tu l'as exprimé, Greg, t'as quelque chose à ajouter du coup ? Non, je laisse faire, ça me paraît bien ça. Donc ça serait... Il a quel âge en plus ? On va dire 12 ans comme Pablo. Pauvre gosse, pourquoi est-ce que tu l'as laissé toute seule au Big City Burrito ? J'aimerais bien le savoir. Bah, peut-être justement qu'on a un cut sur le Big City Burrito, quoi, où on a ce gosse qui est assis seul à une table. Peut-être qu'il y a une serveuse qui passe à côté de lui en lui demandant s'il y a un problème, et il se contente de répondre ma maman va bientôt revenir. Et t'as juste un sursaut, Rebecca, alors que tu as ce type qui est en train de te tendre ses clés. Je prends les clés, mais forcément cette image me fait fondre en larmes. Du coup, j'ai les yeux complètement embrumés et je tends les clés à Paul, incapable de faire quoi que ce soit face à ce souvenir. Donc Paul saisit les clés, se met en place et appelle Pablo. Allez petit, monte à l'intérieur. Donc Pablo s'exécute et machinalement, instinctivement, la première chose qu'il fait, c'est passer la ceinture de sécurité. D'accord, il a même pas le temps de boucler sa ceinture que déjà le véhicule part en trombe dans le parking. À ce moment-là, il y a un crissement métallique, il y a enfin le visage du poursuivant qui apparaît, et en vous voyant déguerpir, il pousse un hurlement grinçant de l'invasion des profanateurs de sépulture. J'arrive pas. C'est clairement un hurlement inhumain, parce qu'on le perçoit comme ça. Mais il y a que les spectateurs qui peuvent l'entendre. D'accord, parce que nous en fait déjà on part dans le parking à fond et on se dirige vers la sortie et on essaie de remonter donc en direction de la rue. Donc il faut absolument partir au Big City Burrito. Joseph, mon petit Joseph, il m'attend là-bas, il faut absolument y aller, on n'a pas le choix, il faut y aller, et elle fond en larmes. Paul qui est au volant essaie de rassurer la pauvre Rebecca. Ça va aller, on va retrouver votre fils. Et là le véhicule surgit, tu vois, dans la rue, dans un bond en fait, il se retrouve dans la rue, part sur la gauche et essaie de repartir dans le trafic urbain de la ville. Ok, je pars du principe que vous avez eu assez de succès pour semer vos poursuivants pour l'instant, jusqu'au prochain échec. En tout cas, ils ont une case de retard. Donc sur le premier kilomètre, Paul roule de manière assez tendue, regardant toujours derrière lui dans le rétroviseur si quelqu'un le poursuit. Il s'adresse à Rebecca. Votre fils, il se trouve où ? C'est le Big City Burrito. Attendez, je vais le mettre dans le GPS. Et Paul se retourne. Elle se dépêche à taper l'adresse et puis le réinstalle sur le pare-brise. Allez-y, on est à peine 10 minutes. Comment ça se fait que j'ai laissé mon fils là-bas ? Mais pourquoi j'ai fait ça ?
Paul regarde dans le rétroviseur aussi Pablo qui est certainement sur la banquette arrière. Et toi, petit, ça va? Tu vois Pablo, maintenant que tu le mentionnes, il regarde le siège passager en fait à côté de lui, pas à l'extérieur mais à l'intérieur du véhicule, et tu l'entends marmonner quelque chose. Tu comprends pas ce qu'il dit, mais visiblement il est en train, comme s'il était en conversation avec quelqu'un à côté de lui. Et il hausse les épaules, et il secoue la tête. Voilà, tu le vois faire ça. D'accord. Et d'ailleurs, Paul, en regardant cette scène-là, il semble voir quelque chose dans le miroir, mais pas quelque chose de réel. Dans ses yeux, il commence à avoir peur, on peut lire de la peur, et il frappe d'un coup le rétroviseur qui se brise. Et puis il le retourne pour ne plus regarder dans le rétroviseur. Et, du coup, Pablo sursaute, et voilà, la scène s'arrête. Il continue à regarder l'extérieur par la vitre de la voiture, le regard perdu dans le vague, les gens sans les voir, etc. Fort bien, fort bien. Le véhicule arrive, à mon avis, maintenant au niveau du restaurant. On se gare sur le parking. Vous constatez que vous êtes en milieu d'après-midi. À peine arrivé devant le restaurant de Burrito, Rebecca saute de la voiture littéralement, attend à peine l'arrêt du véhicule pour se jeter à l'intérieur du restaurant. Elle connaît ce restaurant forcément, c'est une habituée, elle le sait maintenant. Et elle cherche du regard son fils Joseph. Moi je pense qu'elle le voit pas. Oui, mais ça me va, je valide. Elle chope une serveuse qui passe devant elle. Oui, Joseph, il est où, mon petit Joseph? Et puis elle fouille dans son sac après un sac à main, et puis elle sort son portefeuille, et là elle voit une photo de famille, et puis elle a un sursaut, elle est surprise parce que la photo de famille, c'est un homme avec deux jumelles, deux petites filles, deux jumelles. Il n'y a pas du tout de petit garçon sur cette photo. Donc elle se demande pourquoi, elle se demande ce qui se passe. Elle dit un jeune homme d'une douzaine d'années, Joseph, qui m'attendait, il est où? Vous l'avez vu? Le petit garçon qui était assis là, elle pointe du doigt une table vide. Oui, ça doit être ça. Oh, rassurez-vous, sa mère est arrivée pour le prendre. Sa mère? Il y a combien de temps? Oh, il y a 25 minutes. Et ils sont partis par où? À quoi elle ressemblait, cette femme? C'est moi, sa mère, enfin. Là, tu la vois qui commence à laisser tomber son sourire de façade tout professionnel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et elle commence à regarder son manager d'un œil inquiet. Elle dit, Joseph, c'est mon fils. Ça peut pas être sa mère qui est venue le chercher. C'est moi, sa mère, enfin. Ce qu'il y a, c'est que j'ai été la dernière personne à avoir jeté les dés, et... Ah oui, c'est dommage. Dans la fiction, ça peut être super intéressant. Pour l'heure, je vais rester sur mon idée première. Donc tu la vois qui fait une petite moue en te regardant de pied en cap. Et écoutez, madame, je n'ai pas que ça à faire. Comme tous ces gens, elle juge les livres sur leur couverture. Mais là, Rebecca s'effondre littéralement. Elle s'appuie sur... elle tombe même assise sur une chaise, la chaise d'une table qui est à proximité. Elle s'affale littéralement sur la chaise au risque d'exploser le malheureux mobilier, et puis elle s'effondre sur la table en sanglots. Joseph, mon petit, Joseph. Donc Paul arrive enfin dans le restaurant, il voit la pauvre Rebecca là qui a fondu en larmes. Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Où est votre fils? Une femme est venue le chercher, et elle a dit qu'elle était sa mère. C'est moi, sa mère, enfin, je le sais, ça. Et puis cette cruche là de serveuse qui veut pas me dire par où ils sont partis. Elle me croit même pas d'ailleurs, je suis sûr. Tout ça parce que j'ai une sale gueule, j'en suis sûr. Paul lui se retourne vers la serveuse, la fixe avec son regard gris, perçant. Où est son fils? Vous savez où il est? Toi-même, tu me sembles... à ce moment-là, t'as le manager justement qui se pointe. Et joué par Tommy Lee Jones, j'ai envie de dire, il en impose. D'ailleurs, lui aussi, tu vois qu'il hausse un peu le sourcil parce qu'il me semble que t'as quand même une dégaine un peu improbable. Un peu improbable, tout à fait.
Écoutez, monsieur, je ne veux pas de scandale, ne me forcez pas à appeler les autorités. Partez dans le calme. Non mais c'est nous qui allons appeler la police là. Où est son enfant? Il a été enlevé, vous faites rien? Dites-nous où il est. Il se tourne vers Claire, on voit qu'elle s'appelle Claire parce que c'est tout simplement, elle a un badge à son côté. Et écoutez, Claire vous a dit que sa mère est passée le prendre. Du coup, elle enchaîne derrière. Oui, tout à fait, ça fait 5 minutes, 5 bonnes minutes, bientôt 10 qu'ils sont partis, quoi. Ils sont partis où? Ils sont partis en voiture? J'en sais rien, je travaille ici. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Elle détale, il y a juste le manager qui fait un peu rempart de son corps. Je regarde la pauvre Rebecca. Moi aussi, je suis désemparé. Je regarde voilà les habitués du restaurant. Et puis, je lève peut-être le regard. Et puis là, je vois une caméra de sécurité. Il y a même plusieurs caméras de sécurité, une sur le parking et plusieurs à l'intérieur donc du restaurant. Et je dis les caméras, vous avez certainement le visage de cette femme. Montrez-moi les vidéos. Rebecca se redresse d'un coup plein d'espoir dans le cœur. Oui, on va les voir, c'est sûr. Montrez-moi les vidéos. Et puis elle commence à pousser tout le monde. Vu qu'elle est habituée à ce restaurant, elle sait où se trouve le poste de sécurité du bâtiment. Paul la suit également. Ok, cette fois c'est un black qui a observé le manège, qui s'approche de vous. Hein, vous voyez, bon, c'est le vigile de service. Mais messieurs, dames, on vous a demandé de quitter le restaurant. Rebecca crie « Montrez-nous les vidéos, il faut absolument que je sache qui a volé mon fils !» En méta, il faudrait qu'on justifie peut-être un jet de dés pour que la situation évolue de façon significative. Donc là, le videur pose la main sur le bras de Rebecca pour pouvoir la stopper. C'est à ce moment-là où Paul commence essaie de le repousser. Là, l'homme commence à essayer de saisir Paul. Il se fait violent et Paul essaie de le repousser en arrière. Mais l'homme est extrêmement fort. Il le saisit vraiment de tout son corps. Je pense que tu peux t'arrêter là et lancer les dés parce que de toute manière votre pouvoir est instable et il peut surgir avec vos émotions. Rien que là déjà, l'adrénaline devrait suffire. Tu n'auras peut-être pas besoin de donner des instincts meurtriers à ce vigile. Donc tu es quelqu'un d'exceptionnel. 1 dé. Quelque chose peut foirer ou se produire. 2 dés. Ça peut provoquer un souvenir. 3 dés. Nous devons gérer cette histoire de poursuite. 4 dés. Tu fais usage de ton pouvoir. 5 dés. Peux-tu être blessé dans l'opération? Je pense que c'est pas encore nécessairement le cas. 5, 2, 6. Comment vas-tu répartir cela, camarade? Alors, est-ce que vous voulez que les poursuivants nous rattrapent ou pas? Ouais. Qu'ils apparaissent. Ouais, vas-y, parce que je vais enchaîner sur autre chose justement avec ça, donc ça serait très bien. Ok, donc on va mettre le 2 sur... Attends, les 2, c'est quoi? Les poursuivants se rapprochent de 2 étapes, ok. Donc le 2 dans poursuite. Ok. Le 5 dans souvenir, parce que je suis feignant. C'est toujours rigolo de laisser la... Ouais, c'est plus sympa, ouais. Ouais, de laisser l'initiative à tes camarades, tu te donnes le luxe d'être surpris. Donc le 6 objectif et 5 pouvoir. Donc j'imagine le moment où tu commences à avancer plus fermement vers le vigile qui ne faisait que son boulot, même si on pourrait le taxer d'un délit de sale gueule. Et au moment où tu lèves les poings, il y a une sorte d'arc électrique éclatant qui apparaît pendant une fraction de seconde. Enfin, lui seul l'a remarqué. Il a un peu transi de terreur dans l'instant par cet effet surnaturel inattendu. Et du coup, moi, je vois bien que par rapport à son souvenir, parce qu'il y a un souvenir qui s'active, que pendant le pugilat, l'altercation, il se soit vu, Paul, dans un miroir qui était là. Et du coup, le miroir lui aurait renvoyé en pleine tête toute une vie passée en fait de violence. Peut-être dans le même genre d'altercation, peut-être une vie passée dans la rue, comme hobo. Comme clochard quoi, ou quelque chose comme ça, une vie très très dure et remplie de violence et justement le fait de se revoir comme ça dans le miroir, ça lui aurait envoyé tout ça en pleine face et une vie qui veut mettre loin derrière lui maintenant. Très cool. Est-ce que je porte peut-être l'habit du prêtre? Qu'auparavant j'étais un prêtre, sait-on jamais? Comme le prêtre qui est déjà apparu dans la vision de Pablo. Si tu veux. Pas le même, hein, pas le même. Hein. Ouais, pas le même. Ça change rien. Le côté violence, le côté choses comme ça, quoi. Peut-être un prêtre défroqué. D'accord. Et je m'en prenais à qui, en fait? Dieu a déserté ton cœur? Eh ben, en fait... Tu m'en prenais à des enfants ou pas? Ouais, clairement, il y a, tu revois des images de punition où tu battais de pauvres petits orphelins qui étaient sous ta garde parce que tu buvais beaucoup et tu t'en pouvais plus les entendre geindre, etc. Et voilà. Et tu te montrais violent envers eux.
Après, tu ne vas pas jusqu'à dicter le contenu que tu espérais. Pour moi, tu supportais plus le visage de ton passé, quoi. Tu t'as un peu renié cette époque où t'étais une brute. Moi, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal de s'en tenir là, si tout le monde est d'accord avec ça. Si tu veux poser tes empreintes de doigts grasses sur le passé d'un autre joueur, tu peux faire quand on te laissera l'occasion. Tu vois ce visage tant haï qu'est le tien dans le miroir. T'as un cut et on voit l'extérieur du Big City Burrito et t'as une berline qui se gare et il y a une plaque sur le sol et les hommes en noir qui... Je me permets peut-être de modifier ce que tu dis éventuellement, tu me diras si ça colle, mais ça rejoint ce que tu disais. En fait, moi ce que je pensais faire, c'est vous entendez donc du remue-ménage effectivement qui provient de la salle principale du diner, et vous entendez des gens qui disent mais qu'est-ce qu'il fait le petit là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Et alors que vous réalisez, en fait, vous m'avez laissé tout seul dans la voiture, vous voyez par la grande baie vitrée du City Burrito que Pablo, il est debout sur le toit de la voiture et il est en train de tendre une main en direction du ciel. Et en fait, quand vous regardez, vous voyez un hélicoptère noir, un hélicoptère qui fait presque même pas de bruit d'ailleurs. Et donc là, en fait, Pablo, pour revenir à la partie technique, il va utiliser son pouvoir afin de faire s'écraser l'hélicoptère. Petit malin, là. Écoute, je te l'accorde parce que c'est marrant et c'est cinématographique. Petit malin. Et donc, on vient de sortir juste du restaurant avec la cassette vidéo en main, je suppose. Pendant l'altercation avec le vigile, Rebecca s'est ruée dans le PC sécurité, a subtilisé le CD, enfin le DVD qui contient l'enregistrement des vidéos, ouais. et est ressorti en trombe de ce local. T'es tombé sur un type en casquette éberlué, mais dans la couleur, tu as su le persuader. Voilà, et puis il a presque pas eu le temps de réagir, elle a été beaucoup plus rapide qu'on ne pouvait l'imaginer venant d'elle. Et donc on va te faire enchaîner tout de suite sur congé, jeune Pablo, parce qu'il y a de quoi faire du spectacle avec ça. Ouais, et donc du coup en fait ça change rien, on peut imaginer d'ailleurs que, comme tu l'avais dit, qu'il y a une berline qui se gare au même moment où je suis en train de faire mon truc avec l'hélicoptère, vu qu'on est en capture, donc du coup ce que j'essaierai de faire c'est de faire cracher l'hélicoptère idéalement sur la berline. Sur la bagnole, tant qu'à faire, pourquoi se priver. Tu as sidé Coco, parce que tu peux aussi te faire baisser là c'est la totale. Hein. Oui, ouais, carrément. On peut avoir des résultats contradictoires, on va tâcher de tomber sur nos pattes. Donc lance-moi cette belle poignée de dés virtuels. On a droit à la totale. 4, bon. 1, 2, 6, 5, 5, pas de 3. Je vais me mettre un 5 en blessure. Je suis pas blessé. Je vais mettre un 4 en objectif, donc j'ai atteint mon but. Ok. Je vais mettre un 2 en pouvoir. Enfoiré. Et je vais mettre 6 en souvenir et 5 en capture. Gourmand va. Bah oui, il faut bien. Bon bah ça n'est plus un hélicoptère qui va s'écraser sur la berline, mais une véritable boule de feu. J'imagine que Magneto aurait applaudi devant cette scène. Tu l'as d'abord concassé, broyé sur lui-même en une sphère d'acier sous le poids de ton regard, de ton courroux, et la chose s'est écrasée comme une comète sur la berline. Elle a explosé, ses passagers se sont jetés hors de la trajectoire tant de mecs mal, mais l'explosion a été particulièrement spectaculaire. T'as des débris de tôle, d'acier qui tombent en pluie autour de toi. Il y a un carambolage qui a lieu aux alentours parce que les gens n'ont pas manqué de du spectacle. Hurlements, les passants qui courent en tous sens en criant à tout rompre. La vitre du diner qui a explosé, qui a jeté des débris de verre surtout des clients, etc. Il y a le manager qui roule par terre en beuglant « putain de merde !» Et il y a un gosse avec un hoodie qui s'est empressé de sortir son téléphone portable pour filmer tout ça et le mettre sur YouTube. Ok, et donc du coup j'ai un souvenir, donc il faut que je me souvienne de quelque chose. Et là tu as total loisir de décrire son contenu. Fais-toi plaisir. Ah, ok. Quand il était sur le toit et qui voyait cet hélicoptère, en fait, il se souvient de la première fois en fait où il a été amené dans ce centre, en fait, lui il appelle ça cette horrible maison, avec son frère José, et
comment les méchants Monsieur en Noir leur ont fait subir toutes sortes de tests que lui a pu encaisser, il a pu survivre à ça. Il se souvient de grands flashs lumineux dans les yeux, etc. Mais malheureusement, son frère est mort. José n'a pas survécu. La dernière chose qu'ils se souviennent, c'est qu'ils étaient tous les deux face à face dans cette étrange pièce blanche, sans meubles, sans rien, juste assis et attachés l'un en face de l'autre, et avec de violents flashs de lumière. Et la dernière chose dont il se souvient de son frère, c'est donc son frère José qui finit par hurler de douleur, et son cri, le cri de son propre frère, se termine sur les lèvres de Pablo. Et donc la question, pourquoi il voit son frère défunt, c'est que l'expérience qu'il a subie a fait en sorte qu'une partie de la conscience de son frère est restée en lui, a été transposée dans Pablo. Ok. Il avait quel âge ce José ? On était jumeaux. D'accord. Encore la main braquée en direction de l'amas de métal. Voilà. Peut-être qu'on voit ton frère qui a la même posture et qui lui est impassible et livide à tes côtés. Mais... ouais, il y a peut-être les autres joueurs pourraient voir quelque chose, au moins, étant donné qu'on est si. Vous êtes différents. On est différents, ouais, vous pouvez voir une silhouette, quelque chose de flou, comme une sorte d'ombre ou quelque chose comme ça, exactement comme Pablo, avec le même geste que lui, qui se tient juste à côté de lui. Et qui disparaît au moment où l'hélicoptère tombe sur la berline et fait tout exploser. C'était bien classe tout ça. Voilà, et puis Pablo, une fois que c'est fait, il s'assoit, il est assis sur le toit de la voiture, les yeux perdus dans le vide à nouveau, malgré le chaos ambiant, les gens qui hurlent, qui crient, les flammes, etc. Ok, t'as un officier de police qui est sur le trottoir, là, qui est en train de lentement dégainer son arme et qui fait gamin, allonge-toi face contre terre sur le sol, pas de geste brusque. Rebecca sort du restaurant tenant fermement son DVD dans la main et tombe sur la scène du policier qui pointe l'arme sur Pablo, et elle le regarde et d'un air courroucé lui intime l'ordre. Toi là, le flic, laisse tomber, ce gamin il a rien fait, rentre chez toi et oublie tout ça. T'as le mec qui est un peu perplexe, t'as un de ses collègues qui est pas train d'aller le rejoindre, qui éructe. Attends, pourquoi tu braques un gosse ? Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oh bordel ! Et lui, il découvre à ce moment-là le spectacle. L'officier que tu as aidé reste interdit, il a toujours son arme qui est levée à mi-hauteur. Que faites-vous ? Rebecca utilise ses facultés de faire en sorte que les gens fassent exactement ce qu'elle attend d'eux, et dit au flic de rengainer son arme et de partir immédiatement et de rentrer chez lui. Ok, ça veut dire qu'on est déjà à 5 dés. Sauf que les chasers sont là, donc tu peux d'office en dire 6. Allez hop, la baraka 3, 6 et 2, 4. Ça change du premier jet, ouais. Ben voilà, bon petit carton plein. Donc pour l'heure, tout ce que j'ai à retenir, c'est que tu obtiens ce que tu espérais, sauf que c'est moi qui prends la parole le premier. Voilà. Ton pouvoir n'a pas d'effet secondaire regrettable, tu ne te fais pas blesser, personne ne se fait capturer, et le souvenir est dicté par tes petits compagnons. Absolument. Donc à ce moment-là, t'as les deux flics qui se figent, le premier rengaine lentement son arme, et s'affale à même le sol, impassible, et son petit camarade exécute le même mouvement. Qu'est-ce qui, dans cette action, a rappelé quelque chose en toi, a éveillé quelque chose en toi ? Choisissez une question et répondez-y. Et ne vous laissez pas influencer. Peut-être aussi que par rapport à tout ce qui vient de se passer, parce que les scènes se sont enchaînées, que justement, quand tu étais venu chercher ton fils, Joseph, et que tu as trouvé cette photo, tu as réalisé que ces gens, c'était pas ta famille, forcément. Ou alors peut-être que tout simplement c'est la photo d'un homme et de deux jumelles, donc tu avais cette photo là en fait pour les sauver. Pour l'instant on sait que Pablo avait un jumeau. Ouais. Là à nouveau on parle de jumeaux, est-ce que c'est pas lié, et en fait est-ce que... Ah oui d'accord, oui. Est-ce qu'il n'aurait pas été embarqué, enfin en tout cas il pourrait être embarqué par les hommes en noir ou par les prêtres a priori. Ouais, toi t'as sans doute, je pense que Rebecca elle était sans doute au fait de cette organisation, peut-être parce qu'elle s'en était ou échappée avant, ou peut-être parce qu'elle y a participé, on verra ça, que t'étais à la base
venus pour aider ces gens, pour les prévenir d'envoyer leurs enfants très loin et que tu sais pas du tout ce qui s'est passé et on en est là. Et que du coup, ça t'a renvoyé aussi à ton fils parce que t'as peur également pour ton fils, parce que tu as entendu parler de terrain génétique, etc. par rapport au pouvoir. Est-ce que les hommes en noir ne veulent pas mettre la main sur son fils pour l'arrêter? Tu aussi. Donc pour arrêter Rebecca en fait, qui veut peut-être mettre un point final à cette organisation. Donc comment s'appelle cet homme et sa famille? On va les appeler les Williamson. James et Shirley, la femme, et Monica et Rebecca, les deux jumelles. À mon avis, les jumelles ont été remarquées. Elles ont certainement un code génétique qui pourrait servir donc les hommes en noir. Ou alors elles bossaient pour l'organisation. Moi, je la vois bien bosser. Ouais. Elle travaillait pour l'organisation. Dans ce cas, est-ce que finalement c'est pas Rebecca Paul elle-même qui a arraché Monica et Rebecca à leurs parents pour les convier aux bons soins des poursuivants? Peut-être, mais ça, on est obligé de répondre entièrement à la question ou Là, c'est quand même gratiné ce que vous êtes en train d'insinuer. Ça fait d'ailleurs beaucoup pour une seule femme. En fait, je tente de retomber sur mes pattes pour avoir un truc cohérent. Mais donc au final, c'est quoi? Moi, je dirais quand même qu'elle veut se rebeller et qu'elle veut essayer de sauver les jumelles. Je vois plus comme ça. Que elle a tourné sa veste. À un moment ou à un autre, on ne sait pas pourquoi elle a décidé de les sauver. Peut-être qu'on a des flashs où on te voit en compagnie les hommes en noir, peut-être même pour qu'on ait un visage d'un de vos poursuivants et qu'on voit que vous êtes en bon terme. Peut-être qu'on voit des flashs où plusieurs fois on te voit hésiter, on te voit le visage fermé et puis soudain passer la seconde au volant de ta bagnole avec les deux gamines derrière en tentant d'échapper aux poursuivants, quelque chose comme ça. Je vois plus ma Rebecca de la même façon, dis donc. Tu m'étonnes. Nous non plus. Bien, revenons au temps présent. Pour le moment, tu as les flics qui ne tiennent plus en joue le jeune Pablo, qui est toujours perché sur sa bagnole. Et il y a toujours un attroupement qui est en train de se faire, des gens subjugués, des gens terrifiés, alors que lentement, il y a certains des hommes en noir, avec leur costume qui a pris un coup de vieux, qui commencent à se lever, tels des machines de guerre. Là, Rebecca crie à ses deux compagnons, vite, on remonte dans la voiture, on se casse. Paul est sorti du restaurant encore un peu hébété par le flash qu'il a eu dans le restaurant. Et puis vraiment Rebecca, tu dois un peu le secouer pour qu'il reprenne ses esprits. Et puis il se précipite après à l'intérieur du véhicule. À quoi bon? Pourquoi fuir? Vous êtes en sécurité avec nous. Donc cela, c'est insensé. Donc un prêtre qui est là, venu de nulle part, avec son col blanc manifeste. Un jeune homme avec l'arrêt sous le côté, vraiment bien mis, tout droit sorti de Downton Abbey. Et il avance tranquillement dans votre direction, sourire aux lèvres. Vas-y Paul, on dégage, on peut pas rester là, il faut partir. Ils vont encore nous endormir, ils vont encore nous raconter leurs histoires, cassons-nous. Alors qu'il dit ça, il y a deux des poursuivants qui sont semblables à des gravures de mode d'ailleurs, qui l'encadrent comme ça, avec un regard assez éteint. Paul est paralysé, il démarre pas le véhicule et voilà, et il regarde l'homme s'avancer vers la voiture et même il descend en fait la vitre avant. Elle était sur le siège passager de la voiture, elle le chope, elle le plaque du côté passager, elle se dépêche de se mettre à sa place, elle enjambe le boîtier le levier de vitesse et appuie sur l'accélérateur pour faire un démarrage en trombe et leur échapper in extremis. Hélas Rebecca, tu es la dernière à avoir agi. Et oui. En fait, ce qui se passe, clairement, c'est que tu es presque hypnotisé par le prêtre, cette vision sortie de nulle part, là, complètement surréaliste, et du coup, tu entends progressivement une petite voix qui c'est un murmure et qui s'intensifie, et tu finis par entendre la voix de Pablo qui te hurle à tes oreilles vite, il faut partir, il est méchant, il est très méchant, lui très très méchant, vite, il faut partir, Paul. Et ça te renvoie à la réalité comme ça, d'un coup, d'un seul, et tu réalises ce qui est en train de se passer. Voilà, je tombe comme ça avec mes 2 poings sur le klaxon du véhicule qui fait un énorme bruit sur le parking. Et à ce moment-là, des arcs électriques commencent à crépiter dans l'habitacle et commencent à se propager même sur l'asphalte extérieur. Classe. Que vas-tu faire? M'enfuir. Ok, est-ce que tu risques d'être blessé? Potentiellement, oui. En tentant de vendre une bagnole et tu es une véritable pile électrique. Oui. Balance ta belle brouette de cider. Ok, on va virer le traditionnel 1. 6, 4, 3, 2. Donc là, on est toujours en mode capture. Ah oui, toujours. Toujours capture. Vous n'êtes pas encore échappé. On va mettre 4.
Donc je vais mettre 6 en souvenir, blessure 6, objectif 2, pouvoir 3. Donc ton pouvoir a des répercussions, tu ne réussis pas à t'échapper. C'est affreux, personne n'est capturé pour l'instant, tu es en pleine forme et tu récupères un souvenir dont tu pourras dicter le contenu. Ah excuse-moi, non, parce que c'est vrai que je peux changer, je peux mettre, c'est toujours aussi feignant, je vais mettre souvenir 4 et capture 6. Mais c'est quand même toi qui décris pourquoi tu ne réussis pas à t'échapper. Ouais tout à fait. Non c'est vrai que les arcs électriques commencent à se répandre autour du véhicule et viennent électrifier en fait toutes les personnes, électrocuter en fait toutes les personnes aux alentours, dont le prêtre et les 2 hommes en noir, ainsi que d'autres passants et peut-être même les flics qui étaient encore assez proches. Mais au même moment, tout d'un coup, le moteur tombe en rade et l'ensemble de l'électricité à l'intérieur du véhicule, est out. Semble avoir été drainé, ouais. Voilà. Mais toutes les personnes autour donc du véhicule sont sur le sol, paralysées, évanouies et ne bougent plus. Par contre, donc le silence revient dans l'habitacle, mais plus rien ne fonctionne. Venons au souvenir maintenant. Et j'imaginais un souvenir, le souvenir de la première fois qu'il s'est rendu compte de ce pouvoir. J'ai peut-être une idée. N'hésitez pas à renouer avec son côté d'alcoolique, de prêtre. Ouais, justement. Donc tu étais un prêtre alcoolique qui était violent envers les enfants dont il avait la charge. Et en fait, il a il a réalisé une prise de conscience de ce qu'il était en train de faire, de l'abomination qu'il était devenu, qui s'était en fait juré de jamais devenir en fait, parce qu'il a eu un père, on peut imaginer un père alcoolique, etc. Et on le voit marcher dans un flashback seul dans la nuit, par une nuit de tempête, etc. Le visage frappé par l'eau, par les trompes d'eau, etc. En train de demander à Dieu pardon, pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qu'il attend de lui, et en réponse, il se fait foudroyer. Et en fait, quand il reprend conscience, il est devenu un nouvel homme. D'accord. Il faisait partie, en fait, certainement de l'organisation. En tout cas, j'ai vu ce qu'on faisait aux enfants. Peut-être que j'ai décidé de les sauver et d'aider Rebecca. En fait, vous êtes tous membres de l'organisation, il n'y a que moi, quoi. C'est ce qu'on est en train de découvrir, apparemment. Et en sécurité avec nous, sache-le. T'as commencé à me faire peur avec le prêtre qui faisait mal aux enfants, mais tu as fini par comprendre que les expérimentations, les poursuivants leur faisaient subir, et là il y a peut-être malgré ta brutalité, ta conscience qui t'a rattrapé, quoi. Ouais, tout à fait. Il y a les poursuivants qui commencent à se mettre lentement sur pied parce que pour l'heure tu ne les as pas définitivement mis en état de venir, vous êtes toujours en mode capture. Et Paul, qu'est-ce que t'as fait? T'as quand même pas grillé la bagnole? Je crois qu'elle est morte. Il faut qu'on sorte de là, vite. Putain. Pablo, prends la valisette. Donc Pablo prend la valise, il sait pas trop encore ce qui se passe, et il sort de la voiture en regardant les gens au sol terminer de prendre leur électrochoc, et donc il tient la valise contre lui, et il se met à suivre Paul. Frère Jenkins, vos manières sont détestables. C'est le jeune prêtre comme ça qui s'est relevé avec difficulté et qui te toise avec un certain courroux. En s'époustant les vêtements. Ouais, bien sûr. Simone, vous ne pourrez pas m'arrêter. Et là, je reprends ma course en direction d'une ruelle avec Pablo et Rebecca. Tu l'appelais Simon? Ouais. Ok. Là, Rebecca se met au milieu de la route, au milieu de la rue qu'on vient d'emprunter, pour arrêter complètement la circulation, et déloge le premier conducteur de la voiture qui est devant elle, qui a été obligé de s'arrêter en urgence face à ce mastodonte qui vient de lui bloquer le passage. D'accord, nouveau jet, on va voir si tu réussis à parvenir à tes fins, il y a des chances. Là c'est la belle pétée de Sidé parce que vous êtes toujours en mode capture, donc je pars du principe que les poursuivants peuvent vous faire du mal. Alors comment répartis-tu tout cela? Tant pis pour les souvenirs pour l'instant. Tu arrives à tes fins. On se fera pas capturer. C'est un jet clean, ça. Ok, c'est très très sécure, donc pas de souvenirs, mais par contre tout le reste se passe comme sur les roulettes, et en plus c'est moi qui prends la parole, mais ce que je vais raconter n'a rien de bien sensationnel. Le type se lève tranquillement, te cède le passage, sans un mot, en laissant les clés sur le contact. Je prends la place du conducteur, et... Dès l'instant que tu t'es assis sur le siège du conducteur, t'as une lueur bleue qui t'est passée au-dessus du crâne. Vite, il nous tire dessus! Et dès que mes deux passagers ont grimpé dans le véhicule, je démarre en trombe,
et je commence en même temps que je conduis à saisir l'adresse sur le GPS du tableau de bord, l'adresse qui était indiquée sur mon permis de conduire. Ok, je ne peux m'empêcher de rajouter à cette description, dans ton rétroviseur, tu remarques ce fameux poursuivant, maigre comme un clou et sec comme un coup de trick, qui est en train de courir derrière vous à pleine enjambée avec une allure assez suspecte. Mais naturellement, vous finissez par l'abandonner à un carrefour alors qu'il vous toise avec détermination et rage dans le regard. Je prends le DVD que tu as dû déposer sur le tableau de bord et je le passe à Pablo qui est donc derrière nous sur la banquette arrière. En face de lui, il y a en fait un lecteur DVD avec un écran, certainement pour les enfants. Voilà, que les enfants puissent regarder des dessins animés. Donc, je lui donne le DVD. Pablo, regarde ce qui s'est passé. Regarde l'intérieur du restaurant et dis-nous qui a enlevé le fils de Rebecca. Et donc il dit pour l'instant, je vois que des gens, ils viennent manger. Et à un moment, il s'arrête. Maman, c'est ma mère. Ouais, c'est elle qui a pris l'autre garçon avec elle et après ils sont sortis. Le garçon, on dirait qu'il était d'accord. Paul essaie de s'extirper de son siège et passe sur la banquette arrière. Qu'est-ce que tu dis là, Pablo? Cette femme-là, c'est ta mère? Donc tu vois une femme d'une petite quarantaine d'années, typée latino-américaine, plutôt bien fringuée, propre sur elle. Et tu la vois s'entretenir quelques instants avec donc Joseph. Et Joseph sourire en fait et la suivre en la tenant par la main. Et du coup, c'est là où je voulais me demander en tant que dans la partie technique du système, ce que j'aimerais pour enchaîner, ça serait plus facile si j'avais peut-être un souvenir par rapport à ça. Est-ce que je peux éventuellement mettre une piste comme je t'ai vu lancer, je me suis dit bon, on va pas en faire un enjeu, mais de toute façon, en temps normal, c'est peut-être moi en tant que maître qui aurait dû raconter ce qui se passe. Là, bon, je suis pas sectaire, d'autant que c'est assez fun ce que tu racontes. La découverte de cette personne, ça, c'est complètement lié au plot et en plus c'est un rebondissement inattendu. Donc ça, je te l'accorde. Maintenant, si tu veux des répercussions, fallait qu'il y ait un risque, fallait qu'il y ait des jets. Alors pour le moment, non. En fait, tout ce que je veux dire, si on est proche de la scène de fin, c'est donc Pablo. Donc du coup, il se raidit. Encore une fois, il a plus les yeux perdus dans le vague. Il regarde intensément. Il croise le regard doux et gris de Paul et il te dit. Je sais où il est, je sais où est Joseph. Alors Rebecca devient complètement hystérique, mais vas-y, dis-le, crache le morceau, il faut qu'on y aille. Dans un chalet près du lac. C'est quoi l'adresse? Donne-moi l'adresse. Il te donne machinalement des coordonnées GPS, comme s'il les avait apprises par cœur. Rebecca saisit tout de suite les coordonnées GPS et passe à la vitesse supérieure et déboule en trombe dans le centre-ville, faisant fi de tout code de la route. Arrache le pavé en direction dans la direction que lui donne le GPS. Donc ouais, je vois bien l'ellipse où vous avez quitté la ville, on voit des décors boisés. J'imagine bien le visage de Pablo qui est pensif, qu'on distingue à la fenêtre. Paul Jenkins qui a le regard assez fermé, qui a les doigts crispés, les jointures blanches sur le volant de sa bagnole. Et puis Rebecca qui est en train de se morfondre en manipulant je ne sais quel gris-gris qu'elle a dans la boîte à gants, tout chagrin et toute craintive vis-à-vis du devenir de son fils. Et donc vous finissez par arriver en vue du fameux chalet dont vous m'avez soufflé les distances. Pas de problème. Que faites-vous? Rebecca s'arrête dès qu'on aperçoit la silhouette du chalet au bord d'un lac et éteint les phares de la voiture, se retourne vers ses acolytes et leur dit mais qu'est-ce que vous en pensez? On y va direct ou on essaie un petit peu plus de discrétion? Il y a de la lumière, il y a du monde là. Tu vois, quand tu dis ça, en fait, Pablo, vu que tu as arrêté la voiture, il ouvre la portière et il te dit il y a ma maman et mon papa dedans. Non, Pablo. Reste ici. Pablo se dirige presque en courant, tellement il est content, en direction du chalet. Pablo! Et là, Paul donc prend la valisette qui était sur la banquette arrière et puis part en direction de Pablo pour essayer de l'arrêter. Je pense que la nuit est tombée d'ailleurs. Petit détail à matin. Donc Paul te saisit le poignet. Pablo, calme-toi. Il faut faire attention. Ta maman a enlevé le fils de Rebecca. C'est peut-être un piège. Mais non, c'était pour l'aider, j'en suis sûr. Et là, il crie
Il dit maman, c'est moi, c'est Pablo, maman, papa. Rebecca en peut plus d'entendre hurler après ses parents. Elle sait très bien que c'est sa naïveté qui l'emporte. Et elle lui dit arrête, je t'en supplie, tu peux pas, on va se faire repérer, on sait jamais, ils sont peut-être avec des gens méchants. Paul met d'ailleurs la main, sa main trapue sur la bouche de Pablo. Chut, ne dis plus rien. Tais-toi. Donc là, tu vois qu'il se déchaîne, il essaye de bien sûr, il n'y arrive pas d'ôter ta main sur sa bouche. Voilà, quoi, il est vraiment intenable. C'est une vraie pile là maintenant. Paul regarde le pauvre Pablo dans les yeux et il a des souvenirs, enfin je sais pas, en tout cas il se sent mal quand il voit cet enfant se débattre et commencer peut-être même à pleurer, donc voilà, oui, un moment le lâche, enlève ses mains et reste un peu pétrifié, laissant Pablo libre de ses mouvements. Et ben donc du coup Pablo, il ne demande pas son reste. Il pénètre à l'intérieur de la porte, de la première porte, là, genre de moustiquaire, grande porte avec moustiquaire qui rentre sur une petite véranda et il ouvre la porte même du chalet et il disparaît à l'intérieur. Donc quand tu débarques, tu tombes sur ce spectacle un peu rustique, quoi, le bon vieux tapis, les quelques têtes d'animaux empaillées, les rideaux à carreaux, et sur un vieux canapé qui en a trop vu, il y a... Comment s'appelle ta mère ? Carla. Il y a Carla et Joseph qui sont assis côte à côte, impassibles. Donc du coup, Pablo se jette dans les bras de sa mère et voilà, il est submergé par l'émotion, il pleure, voilà. Complètement sous le choc des retrouvailles. Bien, alors que Pablo se jette dans les bras de Carla, sa mère, celle-ci ne lui rend pas son étreinte, elle reste impassible, comme est absente, une poupée. Joseph, lui, n'a même pas tourné la tête en te voyant lui aussi, et reste assis de façon très studieuse, impassible, regard fixe. Et donc, Pablo, en fait, secoue Carla, secoue sa mère, et n'arrête pas de dire « Maman, maman, maman !» Et à ce moment-là, peut-être que Paul pourrait rentrer quand il entend parler de plus en plus fort, même presque crier au moment où il s'approche de la maison, appeler sa mère, quoi. Bon, je pense que Paul en effet entre, mais accompagné par Rebecca. Absolument. Couvre donc le chalet. Pablo, c'est ta mère ? Et donc là, quand tu dis ça, il se recule. Pablo, il a l'air horrifié, tétanisé par la peur, puis c'est pas. Et il te répond pas. En fait, il fixe sa mère comme s'il avait vu un fantôme ou je sais pas trop quoi. Paul jette un coup d'œil en fait au regard vide des deux personnes. Rebecca, elle, voit son fils assis contre un mur, là, à côté de cette femme, et elle se jette sur lui. Joseph, tout va bien, et ils t'ont pas fait de mal, elle t'a pas fait de mal, la dame. Parle-moi, enfin, je t'en supplie. Même spectacle, tu le secoues, c'est juste une poupée de chiffon entre tes mains. Bien sûr, des larmes commencent à lui couler sur les joues. Mais enfin, Joseph, elle se relève, elle le laisse là où il est. Elle se met à côté de Pablo et elle est aussi décontenancée que lui. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Donc Paul lui est passé donc devant Joseph ainsi que la mère de Pablo, regarde donc le regard complètement vide et puis après se précipite, on peut lire la peur dans son regard, il se précipite à la fenêtre du chalet, il regarde l'extérieur. Les ténèbres tranquilles. Tranquille. Quand Pablo lève le nez, c'est là qu'il remarque la porte noire à l'intérieur du chalet, cette porte comme ça, plaquée dans le mur. Pour l'instant, Paul est en train de regarder l'extérieur. Rebecca, tu remarques la porte et en fait tu vois que Pablo, c'est pas sa mère qui regarde horrifiée, c'est la porte noire. Du coup, elle regarde cette porte. Effectivement, ça lui dit quelque chose. Elle est déjà venue dans cet endroit. Elle s'en souvient maintenant. Elle s'approche un peu tremblante vers la porte, tend la main vers la poignée de cette porte et elle ouvre violemment pour surprendre éventuellement quelqu'un qui aurait été caché derrière. Une pièce à l'intérieur, une pièce gigantesque d'un blanc immaculé. Rebecca rentre tout doucement, fait le tour de la pièce du regard et se demande dans quel endroit elle atterrit. Une pièce aussi blanche dans
Dans une cabane délabrée. Quand tu lèves le nez, tu vois une sorte de baie vitrée qui donne sur une voûte céleste. Rebecca fait le tour de la pièce. Qu'est-ce qu'elle y voit à part cette baie vitrée? Une sorte de mobilier qui serait composé de blocs avec des voyants qui émettent une légère lueur. Il y a Paul d'autres. arrive dans la pièce et... Qu'est-ce que c'est tout ça? Rebecca, tu sais où nous sommes? Non, je sais pas. Pourtant, j'en suis sûr maintenant, je suis déjà venu ici, mais j'arrive pas à me souvenir. Je sais pas. Et toi, ça te dit quelque chose? Non, mais... Je ne sais pas, j'ai le sentiment d'être... Je suis triste là en voyant tout cela. Ça me déchire le cœur. Il se retourne vers Pablo et... Pablo est donc toujours paralysé devant la porte? Bah en fait, quand tu te retournes, tu vois que Pablo est juste derrière toi et il a revêtu à nouveau son regard froid et sombre et il dit c'est là que tout est arrivé. Là, Paul se dirige vers les cadrans. C'est ça, il y a des cadrans et des... Ou des tas d'instruments, mais tout ceci composé de formes polies en nuances de blanc et de gris. D'accord, il pose ses mains, ses deux paumes sur tous ces cadrans et en fait des petits arcs électriques commencent à se former et à virevolter sur les cadrans. Il va essayer de rentrer en connexion avec cette étrange machine. T'as la poignée de 4 dés par défaut, avec un but, une révélation et la poursuite qui est toujours là. Mais je pensais, tu vois, avec mon pouvoir peut-être réussir à, vu que c'est un pouvoir lié sur l'électricité, etc., à pouvoir rentrer en communication avec cette machine et essayer de comprendre son maniement. Hop là, 5 dés. Oula. 6, 3, 2, 1, ah oui, c'est quand même... Ouais. c'est pas terrible. Mais ça va tâcher là. Ouais. Je pense, ouais. Donc, je vais mettre le 6 en souvenir. Et tu vas ainsi sonner notre arrêt de mort à tous. Oui, pouvoir 3. Et puis voilà, ça change plus rien. Donc un objectif 1 et poursuite 2. Florian peut atteindre. Ça n'a pas de dommage, mais ok. Donc c'est à toi de raconter vu que tu as échoué ton objectif. Donc les arcs électriques commencent à se former tout autour de moi et commencent à parcourir tous ces boutons et ces petites lumières. Et tout d'un coup, il y a une sorte de décharge qui me propulse en arrière. Je fais un bond de 2 mètres en arrière et me retrouve sur le sol. Mais au même moment, donc j'ai un souvenir. Je commence à avoir un flash lumineux de ce qui se passait auparavant. Il commence à y avoir un incendie qui se propage relativement assez vite dans cette pièce, ou voire même dans le chalet, quoi. Voilà, déjà. J'ajouterais qu'il y a les instruments, les dispositifs de commande qui fondent comme neige au soleil, littéralement, parce qu'on ne sait pas vraiment de quelle matière ils sont faits. Et à ce moment-là, la porte noire qui était encore ouverte et qui donnait sur le chalet, qui commence à être léchée par les flammes, alors que il y a Joseph et Carla qui sursautent, comme si cette onde les avait tirés de leur torpeur, qui regardent de tous côtés, qui sont subjugués en voyant cette fameuse cette pièce d'un blanc immaculé dans laquelle vous vous trouvez, qui se lève. Il y a Carla qui reconnaît son fils, qui se précipite dans sa direction. À ce moment-là, il y a un flash, et désormais, c'est une plage que vous voyez à travers la porte noire. Ah, une plage. Et on voit personne. Je veux dire, c'est complètement un autre décor. Il est juste léché par les vagues. Nouvelle détonation à l'intérieur de la salle des machines. À ce moment-là, nouveau flash blanc au sein de la porte noire, et désormais, c'est un bidonville qui vous apparaît, sans doute du côté de Mombasa. Et en fait, c'est juste moi qui m'amusais avec le reste de budget d'effets spéciaux que j'avais. Donc alors que je me retrouve donc sur le sol, et au moment en fait où là tout le panneau explosait à mon visage, je me souviens en fait de ce que je faisais pour l'organisation. Lorsque j'attachais les pauvres jumeaux, d'autres jumeaux on va dire, que Pablo et son frère, sur des tables froides, et on en faisait passer des analyses, des tests. La plupart mouraient durant l'expérience. Et puis j'ai un autre flash où cette fois-ci c'est Pablo qu'on emmène ainsi que son frère dans la grande salle aseptisée. Et c'est la première fois en fait que le test en fait fonctionne. Le frère donc de
de Pablo meurt durant l'opération, mais Pablo lui survit. Et à ce moment-là, on peut voir Simon en face de moi qui me sourit et qui me dit « Ça y est, il est l'unique, c'est lui ». Ça vous va ? Ah, c'est génial, très bien. Mais ça répond à quelle question du coup ? Ah, pourquoi je suis triste lorsque je vois des enfants ? C'est parce qu'en fait, j'en ai vu mourir énormément lors de ces tests, et que le seul survivant était donc Pablo. Ok, je pense que tu as tiré un petit peu loin, petit malin, sur la réponse que tu peux octroyer, mais ça me convient. De toute façon, c'est l'épilogue. Donc, bon. Oui, voilà, il faut un peu... Bah, désormais, on peut provoquer la fin de la fiction, puisque tu as eu droit à tes 3 réponses. Comme c'est toi, Paul Jenkins, qui a eu le loisir de décrocher la timbale, c'est toi qui as la priorité pour choisir une épilogue. Sur ta fiche de perso, tu as différentes épilogues qui te sont proposées au terme assez éloquent. Piégé, à la maison, caché, enquête de quelque chose, perdu, retournement de situation ou fait une découverte. Donc tu en coches un et tu racontes ce que tu désires. Et nous, on compte les points gentiment. D'accord, ben on retrouve quelques mois plus tard donc Paul Jenkins qui est habillé dans une sorte de toge avec un crucifix autour du cou. Il est dans un bidonville et tout autour de lui il y a des enfants. En fait, il est dans une sorte de une cour de récréation et il regarde les enfants fiers et puis surtout avec un regard bienveillant sur tous ces enfants que maintenant il va essayer de préserver du mal et de faire en sorte en fait de les soutenir dans leur vie. Voilà. C'est cool. C'est un happy ending. Mais du coup, ça fait que tu as sélectionné quoi ? Le pire, c'est que ce serait à la maison, serait recevable. Voilà, ce serait... Ouais. Ah oui, parce que les autres peuvent pas le sélectionner, je crois, c'est ça. Oui, là tu en prives l'accès. Oui, donc pour moi, c'est à la maison. Il repart peut-être de là où... Caché peut marcher aussi. Bon, alors caché, alors. Hop là. Ensuite, vous êtes ex aequo au niveau du nombre de réponses. Par contre, Rebecca agit plus que Pablo. Est-ce que ça lui donne la primauté ? Donc, qui s'y colle ? Vas-y, Olivier, vas-y. Bah, moi, je vais prendre piégé. Rebecca a été tellement satisfaite de retrouver Joseph, son fils, qu'elle en a oublié toute cette histoire. Tout ça s'est un peu évanoui autour d'elle. Là, tu vas m'en retrouver, parce que pour l'heure, vous avez perdu le lien avec ce point-là de l'espace-temps. Enfin, de l'espace, surtout. Donc, si jamais tu retrouves ton fils, il faut peut-être que tu t'écrives dans les faits comment tu as fait pour réussir à le retrouver. Il était dans la cabane, Joseph. Oui, mais vous avez perdu le contact avec la cabane. Je ne sais pas si j'étais assez clair dans ma description, mais entre la cabane et la il y a qui dirait D'accord. Un portail. Voilà. Comme Joseph a redisparu aux yeux de Rebecca, elle n'a eu de cesse que de continuer à chercher après lui. Et au cours de ces enquêtes, au cours de ces différentes enquêtes pour retrouver la trace de Joseph, elle a malheureusement cette fois-ci n'a pas réussi à échapper aux hommes en noir. Elle a été arrêtée. Elle s'est fait attraper par Simon qui a réussi avec l'aide de son homme de main à remettre la main sur Rebecca et à l'enfermer dans une cellule où elle croupit depuis, se lamentant sur le fait qu'elle n'a pas réussi à retrouver son fils. La pauvre. Quelle cruauté. C'est terrible. Les luttes, pour Pablo, c'est à peu près pareil en fait, mais on voit également Pablo dans le même genre de cellule que Rebecca. Il est assis, attaché, ficelé sur une espèce d'étrange chaise avec des entraves métalliques, etc. Il y a tout un appareillage étrange qui lui a été passé sur le corps, vissé sur le crâne. Il y a des électrodes, etc. Comme pour peut-être contenir son pouvoir. C'est sans doute d'ailleurs ce pourquoi ça a été fait. Et on voit donc Simon qui est devant lui et qui le regarde d'un sourire mauvais en fait, et s'apprêtant sans doute à recommencer à faire des expériences sur Pablo. Et Pablo le regarde de son regard froid, de son regard noir. Simon se vantant maintenant d'avoir
Pablo sous son contrôle et lui dit « Pablo, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas de moi qu'il faut avoir peur, c'est de mon frère. » Et à ce moment-là, boum, la porte de la cellule se ferme comme naturellement et des cris se font entendre à l'intérieur de la cellule. Des chocs sourds, etc. Quel est l'épilogue que tu as choisi? Retournement de situation. Retournement de situation, ouais. Ok. Grand Dieu, j'ai l'impression que c'est terminé. Ouais, bah écoute, je pense qu'on a recoupé pas mal avec... Alors, si vous voulez, je peux vous balancer tout ce que moi j'avais en tête. Bah vas-y. Ouais, vas-y. Déjà, je pense qu'on peut, on peut filmer quelques plans qu'on mettrait dans le montage final où en fait il y a les détonations électriques qui se poursuivent un peu partout. Il y a Pablo et Rebecca qui ont été sonnés par la déflagration. Il y a juste Paul Jenkins qui est encore conscient, médusé, avec toujours les arcs électriques qui zèbrent ses avant-bras, médusé de ce qu'il a fait, et fixant par intermittence la porte noire qui mène toujours vers ce bidonville. À ce moment-là, il se retourne en un seul mouvement et remarque d'autres hommes en noir au visage inconnu qui ont pénétré dans la pièce prestement et qui ont des armes high-tech à la main. Il a eu juste un regard hésitant en direction de Pablo et Rebecca, puis s'est précipité à travers la porte noire qui s'est refermée, et donc c'est un moment où on nous voit tomber dans la poussière de Mombasa, et j'imagine bien des gosses en train de jouer au foot qui ont marqué un petit peu cette déflagration électrique et qui sont un peu subjugués de tomber sur ce type hirsute, épuisé dans une flaque d'eau et qui l'aide à se relever. C'est juste une petite scénette que je décris pour justifier le fait que Paul s'en soit tiré à bon compte et qu'il a refait sa vie dans ce nouvel environnement en tâchant de se faire oublier, en tâchant un petit peu de parfaire un peu son karma. Nice. Et donc on a quand même mal à imaginer du coup comment Pablo et Rebecca, mais non privés d'un chemin vers la Terre, se sont trouvés captifs de ce vaisseau spatial, de ce croiseur comme ça qui est en orbite autour de notre planète. Moi, mon idée première, et maintenant je la trouve peut-être un peu faible au vu des pouvoirs que Pablo a manifestés et son statut de Chosen One, mon idée première c'était que cette race belliqueuse d'aliens qui a... en fait, je m'étais mis des images de côté en tapant dans mon précieux grimace. J'imaginais que si jamais leur camouflage venait à céder, tous, avec toutes ces gravures de mode, du premier jusqu'au dernier, seraient devenus des personnages masqués. Et si jamais ce masque lui-même venait à être enlevé, il y avait cette première espèce d'aliens, je ne sais pas leur nom, tout droit sorti de Star Wars, qui ont une sorte de masque à gaz et qui ne sont pas en mesure de respirer l'atmosphère terrestre. Si je devais mettre en scène ces gens-là, du coup, effectivement, peut-être qu'on les voit de temps à autre en train de récupérer des jumeaux ou des captifs qui ont un code génétique, qui ont une essence bien particulière. On les voit les arracher à leurs parents, toujours avec cette apparence tout en costard-cravate. Et dès l'instant où ils sont à l'abri de leur corvette ou leur véhicule quelconque et qu'ils les font passer par des portails, parce qu'il y en a sans doute plusieurs à travers la surface du globe, on voit leurs armures high-tech avec la masque à gaz et comment, une fois tranquilles à l'abri dans leur croiseur, ils peuvent montrer toute leur laideur alien avec ces visages écarlates, ces crânes oblongs recouverts de veines, ces yeux noirs comme la nuit, et comment, sans la moindre émotion, ils emmènent ces enfants pour faire des expériences sur eux. Et pour ce qui est de l'enjeu de ces enfants, moi au début ce que j'avais pensé c'était que ils brûlaient l'essence des gens qui avaient ces compétences psychiques parce que en eux ils décèlent comme la puissance d'un soleil entre guillemets, et que ça servait à motoriser leurs engins de mort et pouvoir mener leur lutte, parce que c'est cet empire belliqueux est en guerre avec d'autres espèces aliens à travers la galaxie, quoi. Je m'avais pensé à un truc complètement démesuré comme ça. Maintenant c'est juste que moi j'avais en tête. Libre à vous de l'altérer au vu de ce que vous avez ajouté, ne serait-ce que l'influence de la Sainte Église semble être omniprésente dans leurs œuvres. C'est peut-être une des façades qu'ils ont prises pour œuvrer. Là, c'est vrai que moi, je m'attendais pas du tout à ce genre de dessin d'extraterrestres avec l'Empire, etc., galactique, machin. Moi, j'aurais plus vu quelque chose effectivement lié à des extraterrestres, mais qui reste plutôt dans l'ombre, et que où
et que les hommes en noir, en fait, classiquement, ils auraient été chargés, comme tu l'as dit, de capturer des jeunes enfants, voire de les préparer à un dessein inavouable avant de les remettre à ces ignobles extraterrestres qui, en échange, leur fournissaient de l'équipement qui va bien, et peut-être aussi que ils envoyaient certains des leurs avec apparence humaine parmi les hommes en noir. Voilà. D'accord, donc ce serait une faction de mercenaires. Truc classique du gouvernement qui vend ses propres citoyens pour faire du business avec des extraterrestres. Hein, ça marche très bien aussi. Voilà, une petite conspiration, ça fait jamais de mal. Ben voilà, j'étais plus parti sur ça, mais bon, ouais, c'est que mon idée. Moi, c'est vrai que l'idée l'omniprésence en fait des prêtres dans l'histoire qu'on a développée pendant la partie fait que dans toutes les versions que vous venez d'exprimer, ils disparaissent complètement, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, du coup, là tu t'en perches peut-être que de tout temps, ce complot a existé et s'est caché derrière la religion, quoi. Voilà, qui a l'avantage d'être en contact avec les enfants, ne serait-ce que par le catéchisme, ne serait-ce que par les hôpitaux, par les orphelinats, etc. Tout ce qui est orphelinat, etc. Et ils ont le moyen de dépister les cas qui intéressent le plus les extraterrestres, notamment ceux qui ont des pouvoirs de base qui pourraient servir de combustible pour ces extraterrestres. Voilà. Ah ouais, c'est bien ça. Puis la nuit des temps, les ecclésiastes corrompus fournissent des enfants au patrimoine génétique et au pouvoir psychique inattendu en tant que fuel pour une race alien qui les comble de leur faveur. C'est affreux. Voilà. C'est affreux. Je ne vous félicite pas, messieurs. Là, ça sonne bien parce que ça justifie la robe de bure. Ouais, tout à fait, ouais. Si cher au cœur de Kitano. Mais dans ce cas, que diable cachait cette foutue valise blindée Ça, c'est la question. Une gigantesque balise GPS qui a permis aux poursuivants de toujours vous retrouver. Ok. Je regarde juste les questions qui n'ont pas été répondues. Pourquoi les choses bougent lorsque je le souhaite? Parce que tu es le Chosen One, hein, nous l'avons appris. Pourquoi les gens font toujours ce que je leur demande de faire? C'est peut-être parce que comme tu as œuvré auprès d'eux, ça faisait partie des dons qu'ils t'avaient donnés. Peut-être qu'ils t'ont implanté des sortes de qui dégagent des phéromones. Et le bruit dans la tête, c'est peut-être l'implant justement parce qu'il te donne des consignes en permanence qui s'est brisé suite à un choc et qui ne balançait dans ton crâne que des ça marchait plus. Ah, c'est cool ça, ouais, nice. Ouais, excellent. Quel étrange jeu, quelle étrange partie. Nos joueurs ont eu pas mal de chance sur leur jet, mine de rien. J'en ai pas chopé un seul. Du moins pas avant l'épilogue. A noter qu'il existe un hack de Psyrun qui reprend le comics X-Men Days of Future Past, connu par le nom Futur Antérieur de par chez nous. Je gage que le ton de l'aventure aurait été bien différent. C'est tout pour aujourd'hui. The Less is Plus Cool revient aussitôt que possible.